l'écran. Une raison, ça pourrait être que quand on tombe un peu en retard avec les tâches, que c'est tentant de dire, bon voilà, je vais sauter un cours et je rattraperai bien deux tâches pour la semaine après. Ben, c'est dangereux parce que une fois qu'on perd le rythme, surtout quand c'est en ligne, une fois qu'on perd le rythme, on perd la motivation aussi. Et ça devient de plus en plus facile de décrocher. Alors, si jamais vous n'avez pas fini une tâche, et c'est aussi pour les personnes qui sont là maintenant, mais aussi pour ceux qui vont voir ceci en vidéo plus tard, même si vous n'avez pas fini la tâche, sautez-la et rattrapez en cours où on en est et faites cette tâche-là. Mieux de sauter une tâche que de tomber dans ce retard à long terme. Alors si vous regardez ceci et vous vous dites Ahmed, j'ai loupé deux coups de suite maintenant, ben, essayez de rattraper au point où on en est, c'est-à-dire jeudi on va faire le coup de l'anatomie, ben, essayez de rattraper à ce point-là. Comme ça vous allez suivre et comme j'avais dit, vous aurez toujours l'occasion de revisiter vos tâches et de faire un upload par après. Alors, c'est quand même important de dire. Ok, je vais couper la vidéo pour sauver un peu de bande passante et on va en premier regarder un instant. Oui, alors côté administratif, il reste à souligner que on se revoit euh, jeudi pour le coup qu'on a loupé la semaine dernière euh, aux mêmes heures. Alors si jamais, comme j'avais dit dans l'email, bah, j'espère que tout le monde a pu lire l'email que j'ai envoyé sur l'école virtuelle. On aura un coup pour rattraper celui de la semaine dernière, ce jeudi-ci aux mêmes heures, c'est-à-dire pour cette groupe-ci à 8h30 et pour le groupe 84, ça va être à 10h30. Alors maintenant, si vous dites ah, j'ai un autre cours parce que euh, je ne suis pas sûr exactement ce qu'est le programme de chaque classe. Alors si jamais vous avez un autre cours pendant ce moment-là, vous pouvez soit suivre le cours de l'autre classe, c'est-à-dire si vous êtes dans le 83 et vous avez cours au même temps, ben vous pouvez toujours assister au cours du 84 et l'inverse. Si vous avez cours tout le, tout le matin, ben à ce moment-là, c'est la seule alternative qui reste, c'est de rattraper le cours en vidéo sur le channel YouTube. Alors jeudi, on va regarder le cours d'anatomie et ça sera bien de boucler toutes les tâches qui ont été faites avant, c'est-à-dire euh, la caricature, bien sûr, mais aussi l'exercice des proportions. Ça veut dire que comme ça, on est bouclé et on peut commencer l'anatomie sur une bonne base. Voilà, ça c'est pour le coup de jeudi. Maintenant, petit annonce aussi que pour ceux qui n'ont pas encore de tablette Wacom ou qui ont hésité ou qui l'ont fait aux souris jusqu'à maintenant, si vous hésitez encore, c'est peut-être l'occasion de regarder les Black Friday. Et j'ai vu que j'ai vite fait un tour et j'ai vu qu'il y a quand même des petits promos, par exemple au Fnac. Euh, et je vous partage le lien.
Un instant, hein. Là, c'est... Voilà, là, par exemple, chez Fnac, ils ont le plus petit Intuos à 79, bon 80. C'est une réduction de 20%. Sous la taille moyenne, c'est 25%. Et sur la taille... mais ici, c'est un Intuos Pro, hein. C'est déjà la gamme d'au-dessus. Et là, c'est 30%. Mais pour le travail que nous, on fait, par exemple, le petit Intuos petit, taille petit, c'est largement suffisant, hein. C'est déjà une bonne petite tablette. Alors, pour ceux qui existent encore, c'est peut-être un bon moment de regarder ça. Voilà. Alors, avant de passer de regarder votre travail sur Sketchfab, peut-être un petit moment, s'il y a des questions ou des problèmes que vous avez eus les 2 dernières semaines, que ce soit sur une tâche ou des problèmes ZBrush ou des questions génériques ou générales, on peut regarder ça maintenant. Vous êtes bien là, j'espère. Ok. Ok, bah, tant que le travail avance, c'est bon signe. Et si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Au début du cours, on peut avoir une... ok, mhm, ok, mhm, ouais, ouais. euh, oui, c'est un système assez particulier, mais une fois qu'on connaît les bases, c'est plutôt intuitif. Par exemple, je vais chercher un modèle avec plusieurs subtools. Bon, je retourne toujours sur celui-là, parce qu'il est assez détaillé. Par exemple, imaginons, on regarde de quoi il consiste. Ben, on voit qu'il est composé de voilà, presque une petite dizaine de subtools différents. Et en parlant des dents, imaginons, on regarde les dents, on le met en mode solo. Moi, je vais le mettre en configuration de base. Comme ça ressemble à votre version. Voilà, je le mets en version solo. Je fais un frame. Alors le frame, parfois il faut cliquer 2 fois, hein. C'est-à-dire que quand tu cliques une fois, il va faire une centralisation du modèle complet. Et une deuxième fois, il va s'accrocher à que le subtool que vous avez sélectionné. Alors, par exemple, là, on a information couleur et information matérielle. Parfois, il faut les séparer parce que pour mieux isoler ce qu'on veut faire, là, on voit que tout l'info vient du polypaint. C'est-à-dire que dans ce cas-ci,
la couleur réside, ou l'information couleur réside sur les sommets individuels, et après il va interpoler la couleur. Ça veut dire qu'ici, on va travailler que le matériel. Alors imaginons que on aime bien pour ce matériel-ci, qui est le Skin Shade 4. Et si jamais vous ne pouvez pas l'isoler, vous pouvez glisser, et il va... Ben voilà, là déjà, le premier bug. Ça, c'est parce que la couleur n'est pas bakée. Alors, je vais vous expliquer. Quand je choisis un matériel, vous allez voir une petite version du modèle au-dessus, et le matériel va changer en temps réel pour vous donner un petit preview. Alors, tous les matériaux qui sont en haut, c'est des matériaux qui n'ont pas d'info lumière, dans le sens que il n'y a pas de lumière temps réel. Par exemple, si je prends ce matériel doré, vous allez voir que quand j'ouvre le menu pour l'éclairage, et je change l'éclairage, il n'y a rien qui change. Ça, c'est parce que l'information lumière, elle est captée dans une sorte de HDRI qu'on peut retrouver ici. C'est une sorte de HDRI inverse, c'est-à-dire on peut créer dans un logiciel 3D un environnement 3D avec des éclairages, et on va les capter dans un bitmap qu'on va après utiliser comme HDRI dans ZBrush. Tous les matériaux qui sont dans le deuxième panneau en bas, ça par contre, ça c'est des lumières qui vont réagir à la lumière d'une façon temps réel. Par exemple, si je prends ce plastique brillant là, et je change mon éclairage maintenant, vous allez voir que il y a un refresh. Alors le problème, c'est un petit peu dans le système de management de matériaux. Dès qu'on, par exemple, on se dit, bon voilà, j'aime bien pour tout ce qui est gencive, et je vais isoler. Et maintenant, pour les dents, je veux un autre matériel. Imaginons le Jelly Bean. Maintenant, si je réaffiche, il y a tout qui a changé vers le nouveau matériel. Alors, pour éviter ça, il faut vraiment accrocher l'information matérielle au sommet. Alors, comment on fait ça? Si je retourne à mon plastique, je vais aller dans Color. Et pour la couleur, on a vu qu'on peut faire un Fill Object. Par exemple, si je prends vert et je fais Fill Object, et après je prends une autre couleur, ben, la couleur verte que j'avais choisie, elle est figée, c'est-à-dire elle est béquée dans les sommets. Ben, c'est la même chose pour les matériaux. Par exemple, si je retourne en arrière, j'affiche tout. Je fais les dents d'abord. Et maintenant, c'est important de cocher le paramètre matériel. C'est-à-dire, normalement, quand on met de la couleur, on va faire... Vous voyez tout l'écran? Ok. La dernière chose que tu m'as entendu dire, c'était... Ok. Ben, ça, c'est pour le côté lumière. Maintenant, pour le côté matériel, euh, quand on, quand on applique un matériel, par exemple, c'est pas vraiment appliqué, ça reste un preview. Par exemple, quand on change de matériel, on va voir un affichage euh, dans le 3D View. Cet affichage-là, elle n'est pas encore appliqué à la géométrie. Pour l'appliquer, il faut aller dans Color et appliquer en faisant Fill Object. Par exemple, dans un autre cours précédent, je vous ai montré par exemple comment appliquer une couleur. Par exemple là, si je fais Color Fill Object, il va remplir de la couleur. Et maintenant, si je change de couleur, il n'y aura plus d'affichage qui suit. Ça, c'est parce que la couleur a été appliquée.
Ben, c'est la même chose pour le matériel. Par exemple, si je remets ça sur blanc et je prends un matériel, le soft plastique, la seule chose qui me reste à faire, c'est vérifier que c'est bien l'RGB, c'est-à-dire l'info couleur, et en plus l'info matériel qui va être appliquée. Alors mRGB, ça va couvrir tous les channels. Et maintenant, si je fais Color Fill Object, il va appliquer la couleur blanche que j'ai choisie ici et le matériel, dans ce cas-ci, c'est le soft plastique. Maintenant, pour les dents, on veut un autre matériel. Ben, exactement de la même façon, on peut maintenant choisir quelque chose de plus brillant. Et faire Color Fill Object. Et maintenant, on a deux matériels différents. Je peux prendre quelque chose de encore plus mat. Skin Shade, pour moi, c'est le matériel le plus neutre. Par exemple, quand on fait on va voir ça dans un cours spécifique. Mais quand on veut faire du travail couleur, le Skin Shade 4, il va vraiment me donner un aspect mat. Et ici, même chose. J'applique. Et ça marche sur un subtool. Si vous ne faites pas de sélection, il va l'appliquer à toute la géométrie qui est dans le subtool. Ouais. Si j'ai quelque chose sélectionné ou caché, ça peut être soit caché ou soit masqué. Et je fais la même opération. C'est un petit peu comme dans Maya où tu fais une sélection de face et il va appliquer le matériel que à cette sélection. Tu peux avoir plusieurs matériaux sur un objet, quoi. Et ça se fait même en peinture, hein. Par exemple, si on prend un brush, ça c'est très bien un ZBrush que tous les outils se mélangent, hein. Alors si je fais le BST, c'est le standard, et je ne fais pas de sculpt, j'enlève le Z, et je prends mon mRGB. Maintenant je peux travailler ou peindre la couleur et le matériel. Maintenant on est toujours limité à la résolution, hein, parce que comme l'info est stockée sur les sommets, ça veut dire que si vous n'avez pas beaucoup de résolution, vous allez avoir une sorte de aliasing 3D. Par exemple, dans ce cas-ci, est-ce que j'ai la subdivision? Oui. Je passe jusqu'au premier et j'affiche peut-être le wireframe. Maintenant, si j'essaie de changer le matériel, vous allez voir que ici, c'est un petit peu, si je prends que le matériel et pas l'RGB, ça va être peut-être plus clair. Vous allez voir que il va faire ça par face, c'est-à-dire il ne va pas faire d'interpolation entre les matériaux. C'est-à-dire, quand on arrive à un autre sommet qu'on a peint dessus, ben là, ça aura changé. Alors, si je fais la même chose avec la couleur, là, j'ai mis que la couleur, vous allez voir que ici, il va changer la couleur du sommet vers la couleur que j'ai choisie. Et il va faire une sorte de dégradé vers le sommet que je n'ai pas touché. Alors, pour la couleur, ça se pardonne un peu plus si vous avez de la couleur sur un modèle vraiment basse résolution. Il y a une chance que ça passe. Par contre, pour le matériel, là, ça va pas interpoler. Alors, vous aurez une cassure. Par exemple, si je prends le doré, ça va encore mieux se voir. Voilà, ça c'est un peu les limites. C'est pourquoi quand on va faire du travail de couleur dans ZBrush, on va faire ça à haute résolution
et après on va sortir l'information en format bitmap. Mais ça, je vais vous montrer dans le cours. Je crois que c'est le cours, un des derniers, le 9. Euh, ouais, voilà, le 9. Mais si vous dites non, la couleur c'est important pour moi, euh, n'hésitez pas de poser des questions comme maintenant. Je vous montre en vitesse les bases. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ok. Maintenant, dans ce cas-là, on va aller sur Sketchfab. Voir ce qu'il y a de nouveau. Je jette un coup d'œil, voir si... Non, il n'est pas là. Ben, j'aime bien qu'il a qu'il n'a pas hésité d'exagérer. Par exemple, les proportions de là, il va déjà assez loin. Maintenant, il faut que ça reste logique, hein, dans le sens que, pas logique, mais crédible. Dans le sens que si on a une créature de ces proportions-là, quelque part, quand on va faire une pause, imaginons qu'il est assis par terre, bah, il faut trouver un moyen que c'est convaincant, qu'il peut s'asseoir, par exemple. S'il va marcher, il va probablement marcher sur les bras et pas sur les jambes. Alors c'est important de créer, c'est pas vraiment une histoire, mais de créer un contexte où on rend le personnage crédible, où on s'imagine comment il va bouger, comment il va se nourrir, comment est-ce qu'il va communiquer, et d'avoir une idée globale euh, de, de l'existence du personnage, que c'est convaincant. Et c'est pas toujours quelque chose qu'il faut expliquer et qui doit être super détaillé. Parfois, c'est juste pour soi. Et si nous, on ressent quel personnage c'est comme créateur, ben à ce moment, normalement, ça passe vers le public visé aussi. Là, les poses sont bonnes, surtout celui-ci est bien équilibré. Ça, on va voir jeudi quand on va jeudi et le cours après quand on va toucher à l'anatomie et la ligne d'action. Ben, la ligne d'action, elle est très importante. Et ici, on le sent bien partir des pieds et aller tout au long du bras jusque, jusque dans les doigts. Et pour encore le renverser, ça aurait été bien de plier les doigts un petit peu vers l'extérieur, d'avoir juste l'index un peu plus tendu que les autres doigts. Ça crée une ligne d'action encore plus forte. Là aussi, ça fonctionne. C'est un moment figé, mais c'est quand même une pose qui est en équilibre. Alors, côté pose, c'est réussi. Maintenant, Philippe, tu peux aussi rajouter des petits accessoires si vous voulez. Par exemple, si c'est important d'y rajouter une arme ou un chapeau ou un objet qui va nous donner encore plus d'infos sur quel personnage c'est, n'hésitez pas même dans cet exercice-ci de rajouter ça. Thibaut est là, je crois, non? Ah non, c'est un autre Thibaut. Euh, les pauses, il y a un travail de pause, mais j'aimerais bien voir que tu casses un petit peu plus la symétrie, Thibaut. Ça, alors si, par exemple, cette pause-ci,
Ne pas faire que le gauche est identique au côté droit. Ça crée un effet pas très organique. Alors c'est toujours bien, même si c'est petit, hein, la différence, mais de quand même avoir un décalage entre ce qui passe d'un côté vers l'autre côté. Et c'est un petit peu une chose que tu fais sur les trois. Alors essaye de rajouter de l'intérêt. Et aussi, dans l'espace, essayer d'utiliser l'espace. C'est-à-dire, bon voilà, ici ils sont orientés vers nous, mais comme c'est de la 3D et en plus du 3D temps réel, les gens vont être invités de tourner autour. Alors essayez de rajouter de l'intérêt quand on tourne autour aussi. C'est-à-dire, par exemple, rien ne vous empêche de mettre les persos, peut-être pas en ligne, mais un petit peu dans un demi-cercle. Comme ça, quand on tourne autour, ça reste intéressant. Et aussi pour la pose. Pour la pose, n'hésitez pas de décaler le perso, par exemple vu dessus, n'hésitez pas de le tourner un peu plus vers la gauche ou la droite. Ça va rajouter de l'intérêt aussi. Maintenant, pour les proportions, ne pas oublier aussi les autres coups qu'on a vus parce que petit à petit, c'est important que vous arrivez à intégrer et à mélanger les différents principes. Par exemple, ici, j'aime bien ce que tu as fait. Il y a déjà une suggestion d'anatomie et de muscles. Maintenant, n'oubliez pas non plus de soigner vos transitions d'une forme vers l'autre. Dans notre exercice de forme géométrique, on a souligné ça, ou l'importance de ça. Alors, par exemple, si c'est un vêtement, ça peut encore passer. Par exemple, imaginons qu'il a une petite veste. À ce moment-là, rajouter un ou deux boutons. À ce moment-là, on sait que c'est une veste. Et à ce moment-là, ça me gêne moins que qu'on a euh, ces différences ou ces transitions plus marquées. Même chose pour l'épaule. Si on veut suggérer que c'est un muscle, bah à ce moment-là, ça colle moins parce que le muscle va transitionner plus concave que convexe que tu as fait ici. Pour la bouche aussi, hein, si on fait le reste du personnage qui est assez réaliste dans le sens d'anatomie, pour la bouche, il va falloir l'intégrer d'une façon que, anatomiquement, que c'est correct. Si c'est plus cartoon, c'est moins important. Michel, il est là? Oui. Ok. C'est bien que tu as mis un éclairage parce que ça rajoute à la dimensionnalité, mais je l'aurais fait à l'envers pour que l'ombre se projette vers l'arrière. Ça va. Parce qu'ici, on a tendance de regarder l'ombre d'abord, tu vois. C'est plutôt un souci composition. Mhm. Maintenant, pour la couleur, tu as eu un souci pour l'exporter. Ils étaient complètement en, en monochrome quand ils étaient dans ZBrush. Dans ZBrush, il y avait du noir aussi, alors. Mhm. Oui, vérifiez que, que le noir était là dans ZBrush aussi, parce que sinon, c'est un problème d'exportation. Je vous ai montré ça peut-être un peu trop en passant, mais euh, si je... Il faut que j'essaye de retrouver le modèle de base.
je le trouve là, pas là tout de suite. Mais imaginons, j'ai mon étoile. Et j'en ai plusieurs. Je vais mettre en matériel de base et blanc. Alors, par exemple, si vous avez un modèle, polygroupe, autogroupe, normalement, quand tu travailles le base mesh que je vous ai donné, les groupes vont avoir une couleur différente. Si vous voulez garder cette couleur-là et l'exporter, il faut le convertir en polypaint. Alors, il y a un bouton un petit peu caché sous polypaint où on peut faire polypaint from polygons avec un peu plus d'explication. Et ce que ça va faire, c'est ça va prendre la couleur qu'on voit dans cette mode d'affichage-ci et il va l'appliquer au sommet. Ça veut dire que maintenant, si je décoche, j'ai les couleurs qu'il y avait de base. Et ces couleurs, maintenant, quand vous allez l'exporter en FBX, vous les aurez dans côté Sketchfab aussi. Mhm. Alors maintenant, pour les poses, c'est bien que par exemple, cette pose-ci, elle est asymétrique. Et j'ai l'impression que elle se, elle se tient sur une jambe, sur la jambe gauche, c'est ça? Ben maintenant, quand tu... n'hésitez pas, c'est de... tout part de l'observation. Par exemple, ici, pour faire une belle pose, il faut une certaine connaissance de l'anatomie, surtout la squelette, et aussi observer comment, de vie réelle, comment un corps va bouger en équilibre. Ça fait partie des cours d'animation aussi. Alors, par exemple, ici, le fait euh, qu'elle est sur un pied, pour moi, c'est une invitation. C'est-à-dire, quelque part, le mettre en pause, ça peut alimenter l'imagination et vous donner des suggestions de personnages. Par exemple, si je pousse ça un peu plus loin, pour faire une belle pause, je mettrais... euh, ça, c'est très difficile à expliquer, c'est plus facile à le montrer. Je crois que je vais le télécharger et je vous montre dans ZBrush. Voilà, on va faire ça ensemble tout de suite. Par exemple, si tu en fais un personnage danseuse de ballet, ben à ce moment, ça invite une certaine recherche. Et par exemple, si je regarde la pose, quelque chose qui va dans la direction de ce que tu avais fait, je mets ça à côté. Tu vois? Et ça invite, ça veut dire que tu peux commencer avec un personnage de base, comme le base mesh que je vous ai posé, et juste en le bougeant et en le mettre en pause ou changer les proportions, ça peut donner une étincelle dans l'imagination où vous dites, ah oui, ça pourrait être une danseuse de ballet, et on va construire une sorte de monde ou de petite histoire autour. Alors à ce moment-là, on peut faire une recherche de pose et dire, ah oui, cette pose-là, je l'aime bien. Alors, on peut s'en inspirer pour vraiment le mettre dans une pose qui raconte quel personnage c'est. Et après, on peut se dire, ok, si j'ai rajouté un petit tutu, ça s'appelle comme ça en français aussi, le... Ouais, on rajoute un petit géométrie d'une robe.
ou d'une jupe, ben à ce moment-là, on va avoir un personnage plus complet. Oui, ça semble... Ok. Ben voilà, quelque part, les bases de l'exercice sont là. Maintenant, si tu as envie, si tu dis, ah oui, oui, je vois vers où aller maintenant, ben, n'hésitez pas d'encore le revisiter une fois et peut-être pousser un peu plus loin. Ok? Ça, c'est pour exercice personnel, William? Ouais, ouais, mais ça, c'est vraiment le but. Et c'est l'avantage. On va toucher là-dessus, j'espère, encore aujourd'hui, parce que j'aimerais bien faire, pour ceux qui veulent vraiment démarrer sur le projet personnel, bah, on peut faire ça en groupe aussi si ça ne vous gêne pas. Mais pour ceux qui disent non, je préfère faire ça un retour personnel, je propose aussi l'opportunité où vous me dites, bon voilà, j'ai fait du travail, j'aimerais bien avoir un retour personnel. À ce moment-là, je crois qu'on a assez de temps pour consacrer, disons, 5 ou 10 minutes à chacun pour regarder où vous en êtes avec votre projet. Alors, ce qui est vraiment bien avec le projet personnel, c'est qu'on va intégrer tous les principes et vraiment les appliquer à un monde ou à un univers que vous aimez bien et qui vous inspire. Alors, dans cet esprit-là, c'est vraiment bien d'avancer, voilà. Quoi. C'est vraiment le but qu'on va ça évoluer de semaine en semaine. Alors, quand je regarde ici, ça dégage déjà comme silhouette, ça fonctionne déjà bien. Hein. C'est équilibré aussi. Maintenant, il y a des décisions à prendre dans le sens que euh, ici, les pas de devant et de derrière sont un petit peu différents, mais ça pourrait encore être plus différent. Alors, c'est à toi de deviner quel genre de dragon c'est. Par exemple, si c'est un dragon qui va prendre des objets en main, si c'est un dragon qui va, quand il laisse atterrir beaucoup, ou être sur le sol beaucoup, il va peut-être être plus à quatre pattes. À ce moment-là, la solution que tu as choisie est la bonne. Si elle est beaucoup dans l'air ou elle vit dans les arbres, peut-être qu'elle va avoir des proportions ou des pattes d'avant et d'arrière différents. Alors il faut trouver de nouveau pas une histoire, mais essayer de sentir et de découvrir quel genre de dragon c'est. Est-ce qu'elle crache? Ouais, voilà. Mhm. Uh-huh. Oui, mais oui, voilà, ça se fait de la même façon, d'une façon formelle, où on va commencer avec des formes géométriques, après on va sculpter les formes secondaires, tertiaires, après on va mettre les écailles et tout ça. Ben, pour l'histoire, ça se fait de la même façon. C'est-à-dire, du début, tu peux mettre quelques grandes lignes, où tu dis, bon voilà, c'est un dragon qui habite dans les montagnes et qui se nourrit d'humains, par exemple. Ben, juste les grandes lignes, ça peut être la première version. Et par après, tu vas rajouter de plus en plus de détails et de matière. Alors n'ayez pas peur de déjà déligner un peu comme façon de parler en silhouette l'histoire ou squelette, euh, le comportement et le caractère du dragon. Et cette première phrase, c'est vraiment important de voir ça comme une exploration, c'est-à-dire tu poses des questions et en travaillant, tu vas trouver des réponses. Alors,
ne te laisse pas trop dépister par le travail en détail, ça va venir par après. Ce que tu avais ici, c'est déjà un- un très bon début. J'aime bien aussi les courbes. C'est vraiment un beau jeu de courbes et qui se répète dans les ailes. Par exemple, ici, on voit que c'est une courbe ronde, mais quand ça arrive aux articulations importantes, ça peut finir en pointe. Tu vois? C'est déjà, tout le sujet est déjà, et c'est ce jeu entre courbes plus rondes et courbes plus aiguës qui va garder l'intérêt visuel. Il y a des petits éléments de langage, de forme aussi, qui commencent à être mis en place. Par exemple, les pointes euh, sur la tête et qui sont aussi présents sur la queue et sur les ongles. C'est bien. C'est, ouais, pas grave du tout. Et quand parfois, on va pas toujours travailler en global, hein, c'est-à-dire quand on fait par exemple la forme en cette sphère, on va vraiment faire les grands volumes, mais c'est inévitable qu'à un moment ou l'autre, on va plus se concentrer sur une partie, par exemple sur la tête, et en travaillant, tu mets une pointe, et tu dis, tiens, ça donne pas mal, et on regarde autour, on dit, oui, oui, et on bouge un petit peu la silhouette pour que ça donne encore mieux de tous les angles. Et après, c'est une décision qu'on peut peut-être répéter à d'autres endroits. Et à ce moment-là, on va de nouveau aller vers un vue globale et dire, c'est quoi les autres endroits où je pourrais jouer avec ce nouveau élément-là. Tu vois? Et à ce moment-là, une découverte va mener à des solutions, des découvertes locales vont mener à des solutions globales. Alors ici, tu as fait ça avec Sculptrice, la partie des ailes. Ouais, ok. Ouais, c'est très bien. C'est un bon signe quand on commence à mélanger les différentes méthodes pour arriver à un résultat que tu as en tête. Et c'est travailler avec, d'une façon conceptuelle, avec un mélange de techniques qui est vraiment puissant dans ZBrush. Voilà, et ça fait passer l'idée et le fait que c'est un petit peu bosselé et un petit peu irrégulier, les ombres, on s'en fout à cette étape-ci, hein. Ça peut se nettoyer par après. Alors maintenant, pour la silhouette, je vois que tu as une sorte de bord euh, décousu ou mordu. C'est voulu? Ouais, 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 ça peut être vraiment intéressant. Tu peux même faire des formes négatives, hein, dans le sens un trou par-ci par-là, ou quelque chose à traverser carrément l'aile. Mhm. Maintenant, pour la pose, je sais que moi, je fais la même chose. Il y a des gens qui font une sculpture directement en pose finale. Moi, je suis un petit peu comme toi dans le sens que je vais essayer de rester en symétrie le plus long possible. Comme ça, je fais la moitié du travail. Mais ouais. Alors, mais ce que je ferais peut-être en parallèle, c'est de prendre l'objet ou le personnage comme il est maintenant et de faire quand même quelques pauses pour avoir une idée comment il va
Oui, ce qu'il va dégager quand il est dans des poses différentes. Par exemple, ici, j'aimerais bien voir les ailes quand ils sont pas repliés sur le dos. Ou peut-être quand ils sont complètement repliés, peut-être une version où il est en vol. Comme ça, tu peux mieux évaluer les proportions quand les ailes sont dépliées. Peut-être que ces ailes sont pas assez grandes pour porter son poids. Et c'est quelque chose qui va venir euh, évident quand il est dans cette pose-là. Tu vas dire c'est crédible, c'est pas crédible. Par exemple, si c'est un énorme dragon avec des tout petits ailes, et on l'imagine qu'il a du mal à voler, ça colle, tu vois. Si c'est un dragon qui est super puissant ou avec un saut, il est dans l'air, ben à ce moment-là, il faut soit des pattes derrière qui sont super puissants ou des ailes qui peuvent facilement porter son poids, tu vois. Après, et parfois, il y a des informations qu'on ne trouve que dans les poses. Mais sinon, c'est un bon démarrage. D'ailleurs, Timothée, qui est là aussi, ben, c'est excellent hein, ce que tu as fait ici. Avec les, avec les base mesh que tu avais. On- Pas seulement est-ce qu'ils sont cohérents dans le sens qu'ils sortent du même monde, mais on reconnaît, euh, on reconnaît les personnages individuels aussi. J'ai l'impression par contre qu'Astérix il est un peu trop grand par rapport. T'as vérifié ça? Sur des références? Ok. Ouais, c'est peut-être la mémoire joue parfois comment, des tours. Astér- Et c'est parce qu'on les connaît, hein. Ouais, c'est vrai, il est. Mhm. Bah, je dirais le haut de la tête et le bord des pantalons, ça correspond. Ouais, c'est à peu près ça, hein. Peut-être un chouïa, hein. Surtout j'ai l'impression les jambes. Et c'est vrai, ses pieds sont presque la même taille que ceux d'Obélix, hein. J'avais imaginé des pieds plus petits. Maintenant, même remarque que, je sais plus pour qui c'était, pour les modèles qu'on a vus avant, tu vois, euh, ce personnage-là, il m'invite à, à essayer de dépister ce qu'il pense, ce qu'il est en train de réfléchir. Les autres moins. Obélix, bon voilà, il l'a fait. La pose dégage un petit peu cette attitude. Mais les autres, on est moins attiré par. On est moins invité de se mettre à sa place, tu vois. Ici, j'ai une certaine curiosité de savoir ce que le personnage représente et ce qu'il est en train de faire. Ici, j'ai l'impression qu'il est en train de réfléchir et de faire une intrigue dans sa tête. Et ça vient en grande partie du fait qu'il a une pose qui n'est pas symétrique. Pour moi, hein. Et c'est juste pour illustrer l'importance de ça. Par exemple, tous les autres persos sont symétriques. Ben, quand c'est symétrique, on n'a pas cette même curiosité d'aller chercher plus loin, tu vois. Alors, essaie peut-être pour les autres personnages aussi de trouver une pose qui invite un peu plus de découvrir le moment dans lequel que tu les as captés. Ouais. Ah oui, oui. Mais rien n'empêche d'aller plus loin, hein, de mettre ça à ta propre sauce, hein.
Par exemple, ce personnage-là, elle était dans la case, elle était en train de faire quoi? Est-ce qu'elle est en train de flirter avec un autre personnage? Est-ce qu'elle est en train de faire des courses? Est-ce qu'elle est... Uh-huh. Par exemple, quand on... C'est un petit peu de psychologie. Quand on fait du character design, il y a beaucoup de facettes qui vont s'intégrer dans un résultat réussi. Et par exemple, il faut un petit peu de psychologie aussi. Normalement, quand quelqu'un cherche euh, l'accord ou l'attention de quelqu'un, ils vont pencher la tête un petit peu. Hmm, tu vois? C'est une sorte de, c'est une sorte d'invitation. C'est un petit peu soumission, par exemple, dans le sens que la tête qui est un peu plus penchée, mais le regard, elle est figé vers l'avant. Et ça crée un contraste. Et cette asymétrie qui va rendre intéressant, tu vois? Alors, essaie de pousser ça un peu plus loin. Et la meilleure façon, c'est de poser des questions. C'est de dire, OK, j'ai Obélix devant moi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Dans quelle humeur est-ce qu'il se retrouve? Et normalement, quand tu poses les bonnes questions, la pause va suivre. OK? Mais sinon, c'est bon boulot, hein? J'ai du mal à voir qui c'est. Il y a quelqu'un qui reconnaît? Je ne saurais pas dire. Bon, retour global. Bon, j'aime bien que tu n'as pas eu peur d'exagérer. J'aime bien la silhouette aussi, même de loin. On rec- Pas qu'on reconnaît, mais on s'y retrouve. J'aime bien le fait que les sourcils sont vraiment bien exagérés. Le coupe de la coiffure aussi. Maintenant, par contre, j'ai du mal à voir qui c'est, hein. Alors, soit c'est moi qui ne connais pas, ou soit il faut trouver une ressemblance qui colle plus. Alors, ne mettez, si vous revisitez le travail, ne mettez pas le nom, revisitez-le, faites quelques corrections pour mieux communiquer qui c'est, et on fera un nouveau effort la prochaine fois de, d'identifier qui c'est. On a vu ça la dernière fois, je sais plus, William. Ok. J'ai l'impression que j'avais déjà vu la sirène. Bah, c'est bien qu'on voit que c'est des personnages qui sortent de mondes différents. Ah oui? Ok. Bah, d'univers différents, dans le sens que elle est dans l'eau, ce personnage-là, elle est dans plutôt aérienne. Ça, c'est Peter Pan. Ici à droite, c'est Peter Pan presque adulte. Alors, parce que si je me rappelle bien du coup de proportion, normalement c'est un septième, entre un septième et un huitième. Quand c'est un adolescent, ça va être un sixième, un cinquième. Et ici, on est un peu entre les deux. Alors je crois qu'il faut diminuer la taille du corps. Pas énormément, hein, mais
80%. Le diminuer de 20% peut-être. Ça, c'est le matelot, là. Là, ça colle bien. Oui, et aussi, si c'est du même monde, il faut que les proportions collent aussi d'un personnage à l'autre. Par exemple, le matelot, lui, il est plus grand que Peter Pan normalement. Allez, ok. Dans la version de Disney ou dans la version de... Ok. Ouais, peut-être qu'il est plus petit que je me rappelle, hein. Ouais, c'est vrai. Faudrait trouver... Regarde, là, ils ont la même taille. Mhm. Mais c'est pas pour vous attraper sur des erreurs, hein. C'est vraiment pour souligner l'importance des proportions par rapport à un personnage individuel et aussi la taille proportionnelle entre les différents personnages. Par exemple, si vous faites un travail, vous allez faire trois quatre personnages du même univers, ben c'est important de jouer avec ça pour avoir un contraste d'un personnage vers l'autre ou une... euh, comment on dit ça? Une complicité en deux personnages. Quand il y a une complicité, le fait qu'ils sont la même taille, ça peut être un indice visuel pour suggérer ça. Par exemple, pour elle, tu aurais pu faire une belle pause en plein vol, hein. Alors, c'est pas absolument nécessaire, mais c'est que ça aide quand même si tu as un esprit de raconteur ou de- d'histoire. Et ça peut être ça doit pas être une histoire en quatre volumes de 500 pages. Ça peut être juste une mise en situation. Par exemple, imaginons que la fée Clochette, elle vole et elle chuchote quelque chose dans l'oreille de Peter Pan. Bah, tout de suite, ça monte un chemin, comment avancer, tu vois. Ça invite aussi, parce que en quelques minutes, tu peux le mettre en place, lui donner la pause. Automatiquement, tu vas dire, OK, maintenant, il faut que je revisite un peu la pose de Peter Pan pour qu'il fasse attention et pour qu'il facilite le fait qu'elle lui dit quelque chose en penchant la tête, peut-être en mettant sa main pour que le son voyage mieux. Alors, juste des petites pistes pour alimenter le travail et la motivation. Mais tu fais des progrès, hein, c'est bien. J'essaie de... Je crois que là, on est arrivé au bout, non? Ça, on a vu la semaine dernière, je crois, le Joker. Ok. Bon, conclusion globale, et ça, c'est pour ceux qui sont là, mais aussi pour le reste de la classe. Euh, Il y a quand même un manque de travaux dans le sens qu'il y en a plein de gens qui n'ont rien mis. Alors, ne paniquez pas, dans le sens que ce n'est jamais qu'une tâche ou deux qui manque. Ne faites pas que ça vous fait sauter les cours. Venez en cours, rattrapez là où on en est, et les travaux que vous avez loupés, on rattrapera plus tard. Bon, avec une certaine perte de points, mais globalement, c'est tout à fait rattrapable, hein. Ok, ça c'est pour tout ce qui est Sketchfab. Voilà, maintenant pour le projet personnel, j'avais dit
par exemple, là, avec William, on l'a regardé ensemble. Et quelque part, j'aime bien cette méthode-là parce qu'à ce moment-là, tout le monde en profite. Maintenant, si vous préférez un retour personnel, euh, il suffit que de m'en faire signe. Tu me mets, par exemple, en chat personnel, vous me dites, voilà, j'ai avancé sur mon projet personnel, j'aimerais bien avoir un retour. Ou même si vous dites, voilà, j'ai une idée en tête pour me lancer, mais j'aimerais bien votre retour avant de m'y mettre, là aussi. N'hésitez pas de me faire signe et euh, je ferai euh, plutôt vers la fin du cours. Faites-moi signe, si vous voulez un retour aujourd'hui, faites-moi signe et on regardera ça à la fin de ce cours-ci. Je vais garder une vingtaine de minutes, comme ça on peut faire passer deux ou trois personnes. Alors, comme j'avais dit jeudi, euh, on va faire le cours d'anatomie et j'espère que ceux qui ne sont pas là vont nous rejoindre. Et comme ça donne un peu plus de temps avant de donner des nouveaux infos. Mais aujourd'hui, je voulais quand même montrer en démo une procédure qui est vraiment importante. Alors, on va changer à cette brush. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu plusieurs méthodes, comment travailler en forme géométrique, cette sphère, en sculptrice, avec un base mesh, en mélangeant tout. Mais à un moment ou l'autre, il est important de pouvoir travailler à différentes résolutions. Et pour moi, c'est un petit peu la façon idéale de travailler, c'est-à-dire pour le premier concept et la première version, on est quelque part libre d'utiliser n'importe quelle méthode, mais à un moment ou l'autre, c'est une bonne idée de passer à la méthode de subdivision. Alors, subdivision, on en a déjà parlé, hein, mais je vais retoucher, je vais repasser dessus parce que c'est super important. Par exemple, ce personnage-ci, si on prend celui-là comme exemple, on a le corps qui consiste de 1,2 million. C'est un chiffre tout à fait raisonnable, surtout parce qu'il y a du travail de couleur dessus. Mais, par contre, si je le mets tout seul, je vois qu'il consiste de 5 subdivisions. Ça veut dire que la résolution a été quadruplée 6 fois. C'est-à-dire ici, au début ou au plus bas, 1200 polygones. Fois 2, ça va faire 5000. Fois 4 en fait, mais c'est un niveau de plus. Ça va faire 20 000. 80 000 et ainsi de suite. Alors ces subdivisions, on peut se demander, ouais ok, des subdivisions, mais à quoi ça sert? Ça sert au fait qu'on peut... J'essaie de passer... Mon stylet ne marche plus. Bon, j'essaie de résoudre ça. Je l'avais déconnecté. C'est probablement à cause de ça. Alors, j'essaie de le corriger. Si ça ne marche pas, je passe aux souris.
Ou je continue aux souris plutôt. Ah, je crois qu'elle est sur le mauvais écran. Sur Wacom, avec un Wacom, ça arrive aussi, hein. Par exemple, on enlève un écran, il croit qu'il est sur... J'identifie. C'est bien le 3. J'espère que c'est pas à cause de l'enregistrement qu'il cale. Ok, je crois que je vais juste... Je crois que je peux m'en sortir juste avec la souris. Il y a quand même un fameux lag là maintenant, hein. Essayons. Waouh. Je vais relancer ZBrush jusqu'au cas où. Parce que... Ok. Essayons Light d'abord. Ouais, là ça réagit. Démo. Ok, là ça passe. Je vois qu'il saute en basse résolution quand je tourne autour. Je remets en standard. Ok. Alors l'avantage c'est quoi d'avoir des niveaux? Bah, c'est le fait qu'on peut travailler sur des niveaux différents. Ça peut sembler trop simple pour être vrai, mais en fait c'est le plus grand avantage. Par exemple, si on veut changer la pose, si je masque, j'inverse. Non, brush est un peu trop grand. Voilà, je peux changer la pose et après remonter dans ma subdivision. Et c'est presque imperceptible que
la transition entre les formes, que ce soit primaire, secondaire ou même les détails surface, ça reste cohérent. Par contre, si j'essaye de faire ça, si je retourne à la base, et j'essaie de masquer de la même façon. Bon, si on maîtrise vraiment bien ZBrush, on y arrive. Hein. On inverse, on adoucit le masque en cliquant CTRL sur la partie masquée. On aligne. Avec la pouce. Et si je cache le masque, c'est le raccourci CTRL-H. Le masque est encore là, mais on ne la voit plus. Parfois, c'est utile. Alors ici, on voit qu'on peut la tourner, mais la transition, on commence à avoir une cassure. Tu vois là, par exemple, ici, ça devient évident là où on est intervenu. Et même si on fait un masque qui est super flou avec un dégradé énorme, par exemple, après qu'on a cliqué 100 fois, on aura toujours des artefacts. Alors ça, c'est un des avantages d'avoir accès aux différents niveaux. Aussi le sculpte. Par exemple, on veut du détail. Alors, on retourne Q, standard, drag, et je prends un alpha. On peut mettre le détail. Sur le niveau le plus haut. Descendre quelques niveaux. Par exemple, changer vers Inflate. Et me dire, ok, là ça fonctionne, mais je crois que j'ai encore trop de géométrie pour faire ça bien. Je vais peut-être descendre jusqu'à 3 et le faire ici. Et comme je suis plus bas, je peux baisser un peu l'intensité. Et on peut commencer à jongler les différents niveaux pour faire différentes tâches. Et c'est vraiment super puissant d'avoir cette flexibilité-là. Alors ça, c'est pour vous montrer l'importance de la méthode subdivision. Une autre importance, c'est que, par exemple, quand on a information polypaint, par exemple, si je l'enlève, j'ai plus mon polypaint. On voit aussi qu'il y a beaucoup de moins de détails, parce qu'on est bien sur niveau 4. Chaque fois que je monte, j'ai plus d'infos. Ça, c'est un autre avantage, qu'on peut faire du travail couleur en même temps que le sculpte. Et maintenant, si je veux convertir cette information polypaint en texture, que je peux exporter par après dans Maya par exemple, je vais faire Create, et je vais faire un nouveau bitmap basé sur le polypaint. Et la résolution, elle est décidée ici. Alors pour que ça aille un peu plus vite, je vais le mettre sur 2000. New from polypaint. Et vous allez voir que si je fais un avant et après, il n'y a presque pas de différence.
ici juste les UV qui font bouger un petit peu l'info. Mais ça, c'est parce que bon, il y a plus, ça devient vraiment technique, il y a plusieurs raisons que ça peut arriver. Mais l'important, c'est de savoir que il va calculer un bitmap basé sur le polypaint. Et ça veut dire que maintenant, si on baisse de niveau, l'information couleur reste détaillée. Voilà, là, il y a on commence à voir les facettes de la géométrie, ça c'est normal. Hein? Mais l'information couleur, elle reste à la même résolution qu'il y avait au niveau 6. Même chose pour le normal map. On peut créer un normal map. Et ici, il faut travailler à l'envers. C'est-à-dire, il faut aller au niveau 1 ou le niveau que vous voulez. Par exemple, vous voulez exporter à ce niveau-là vers Maya. On va le mettre sur 2 et on va lui demander de calculer le delta, c'est-à-dire l'information hauteur, dans un normal map. Alors ça va être de niveau 6 vers niveau 2. Et maintenant, cette information-là, elle réside dans un bitmap. Ça, c'est un avantage supplémentaire de cette méthode-là. Alors, il y a toute une autre gamme d'avantages. C'est juste important de savoir que ça vous donne une fonctionnalité, une flexibilité que les autres méthodes n'ont pas. Alors, la question maintenant, c'est que, oui, c'est bien beau tout ça, mais disons, j'ai fait mon premier passage et j'ai un modèle où il n'y a pas de sous-niveau. Alors, imaginons, on enlève les niveaux qui vont en dessous. Et imaginons, pour encore augmenter la donne, je regarde la topologie et je vais faire un peu de sculptrice dessus pour encore bousiller la topologie. Parce que même si on a enlevé les niveaux, on peut les reconstruire. Si on n'a pas changé la topologie, il peut reconstruire les niveaux. Donc ça, c'est parfois important à savoir. Mais dès qu'on va changer ça, par exemple avec le sculptrice, je retourne au mode standard. Je vais remettre mon brush à 0. J'enlève le lazy mouse et je baisse l'intensité. Voilà, là vous voyez, j'ai complètement bousillé la topologie. Et parfois c'est important, on veut l'alléger. Après on retourne dessus. PSK Carve. Bon, comme j'ai pas la tablette ou pas la pression, c'est un peu plus compliqué de... Mais imaginons, il a une cicatrice, j'ai sculpté ça. Je rajoute quelques rides, plus marquées. Sur le nez aussi. C'est un peu trop fort. Bah, sans pression, c'est pas évident. Hein. Donc voilà, vous voyez le topo. Hein. Je n'ai plus mes subdivisions. J'ai sculpté. Imaginons, j'ai fini tout ce que je voulais changer. Et maintenant, je dis, je veux des sous-niveaux. Alors, quelque part, vous allez dire, bah non, c'est trop tard, c'est foutu. Maintenant, en fait, il y a une méthode pour récupérer les niveaux. Alors, je voulais vous montrer ça aujourd'hui. La façon dont on le fait, ça se fait en quelques étapes. Alors, pour simplifier, je vais vous montrer que sur un subtool, mais ça peut se faire sur multiples subtools. Hein. Je vais enlever les autres.
Comme ça, il restera que le corps. Et on est à 1 254 000. Alors, comment est-ce qu'on récupère les niveaux? Ben voilà, première chose à faire, c'est... Je vais quand même vérifier d'abord si j'ai encore mon polypaint. Il faut que je décoche la texture. Voilà, j'ai perdu mes UV. Ça veut dire que en changeant la topologie, j'ai gardé mon polypaint, mais ma texture est foutue. Ça, c'est pas grave. On peut le refaire par après. Alors, première étape, on va carrément copier. Duplicate. Et peut-être le renommer, comme ça, il n'y a aucune ambiguïté. Original. Et celui-là, on va appeler subdivision. Voilà. Alors maintenant, le subdivision, la première chose qu'on va faire, c'est créer une version léger. C'est-à-dire, on va essayer de trouver, tantôt sur l'original, on avait une version de à peu près 1500 polygones au niveau 1. On va essayer de créer ça sur cette subtool-là. Alors, ces méthodes-là, vous connaissez déjà. Je peux commencer avec, peut-être en 2 étapes, comme on est juste au-dessus de 1 million. Je pourrais faire un Z-Remesh d'un coup, et ça marcherait probablement, mais je vais quand même vous montrer la méthode complète, dans le sens que si vous avez un modèle au-dessus d'1 million, par exemple 2 millions, 3 millions, c'est bonne idée de le diminuer d'abord vers 1 million, et après faire un Z-Remesh. Alors, on va faire semblant que c'est le cas. Alors, premier passage, je vais aller dans Decimation Master. Ça aussi, on a déjà vu. Alors, la méthode ici, c'est, on va faire un pré-calcul où il va analyser, l'algorithme va analyser la topologie et la résolution, la haute résolution. Voilà, là, c'est lancé. Il me dit que j'ai pas assez de mémoire. On va mettre ça ici. Ça, c'est peut-être un problème 2021. J'ai 64 gigas de mémoire, ça devrait être assez. Je vais d'abord sauver jusqu'au cas où ZBrush va mourir. Je vais sauver le tool aussi. Subdivision. Je vais passer sur le 2019 juste au cas où que c'est un problème 2021. Ne vous tracassez pas, la méthode est exactement le même. Hein. Si vous le faites dans 2019 ou 2021, rien n'a changé. Je le fais juste pour ne plus avoir des... Et si vous avez le problème dans votre version de ZBrush, vous me le dites et on va trouver une solution ensemble. Alors, desktop. Ah! Ouais, tu peux pas. Je vais le recharger dans cette version-ci. Delete other.
Ok. Une copie. Originale. C'est un petit peu technique, hein. Ou ça peut sembler un peu technique, mais sachez que une fois que vous le maîtrisez, ça vous donne une sorte de passe-partout. Pour tous vos modèles, vous aurez l'opportunité de le repasser en mode subdivision. C'est pourquoi c'est quand même important de l'apprendre. Alors, ici, on allait faire un Dynamesh d'abord. Non, pardon, un Decimation Master. Voilà, là, ça passe. Alors, si vous avez cette erreur que j'ai eue tantôt, on va trouver une solution pour le 2021. Peut-être que c'était juste le modèle. Je ne sais pas. Voilà, il a fait le précalcul. Et maintenant, je peux décider à quel taux que je veux le diminuer. Je vais faire ça à un taux où rien n'est cassé ou perdu. Normalement, je commence avec 20%, c'est un bon point de départ. Je vais le baisser jusqu'à 10. Bon, ici, j'en ai pas besoin, en fait. Je veux descendre de 1,3 million vers 1 million. Alors, 20%, c'est plus cassé. Mais si vous avez, par exemple, un modèle de 4 millions, parfois, c'est nécessaire de descendre encore plus. Mais mon conseil, c'est ne descendez pas en dessous de 8-9%. Et comme toujours, la méthode, c'est de visuellement vérifier si on n'a rien perdu. Alors, je vais décimer à 20%. Je le mets en mode solo. J'ai perdu la couleur, ça c'est pas grave. Ça c'est dans les options de décimation. Par exemple, si je fais Decimation Master, ici on peut faire Use and Keep Polypaint. Comme on va le récupérer de l'autre modèle, on s'en fout. Et regardons les résultats en... Mais si je par exemple la forme, avant et après, je vois pas de perte. Ça veut dire que tous les détails modélisés ou sculptés encore là. Et on a passé de 1,2 million vers 500 000. C'est parfait. Alors, deuxième étape, on va le baisser encore plus. Et cette fois-ci, on va faire Z-Remesh. Ça veut dire Decimation Master d'abord, pour aller en dessous d'1 million. Et maintenant, Z-Remesh pour essayer d'arriver à 1500 idéalement. Alors, je pourrais mettre directement 1500 et décocher Adaptive. Et normalement, il va s'y tenir. Mais moi, je préfère quand même mettre un chiffre un peu plus bas et de lui donner un certain marge pour y arriver. Alors, on risque que ça va monter peut-être jusqu'à 2000, mais cette méthode-là, elle pardonne plus. Voilà, on lance. Et quelque part, j'espère, 2000, 3000. Et vous voyez, hein, cette méthode-là, elle est plus lente. C'est pour ça que c'est important de la baisser. Par exemple, moi, je l'ai baissé jusqu'à 500 000. Et normalement, 1 ou 2 minutes vont suffire pour faire la version low poly. Voilà, là, je suis passé à 2800. C'est pas mal. Il y a un petit problème ici pour la bouche. Parfois, ça vaut la peine de le refaire. Ici, je crois que je suis assez content avec le résultat. Je vais juste
avec le smooth, adoucir un petit peu la topologie. Et maintenant, je vais vérifier les deux versions. J'ai mon original et mes subdivisions. Et à part la bouche, je ne crois pas que j'aurai des problèmes pour l'étape suivante. Il y a aussi les oreilles qui sont perdues. Oui, à cause des oreilles, je crois que je vais monter un peu plus haut. Alors, le chiffre final, ça dépend un petit peu de vos attentes aussi, hein. Par exemple, je pourrais insister d'arriver vraiment à 1500 polygones. Ici, si je suis quelque part entre 2 et 3000, je suis content parce que 2-3000, c'est facile à faire les UV, c'est déjà quand même fort bas. Alors ici, je vais lui donner un peu plus de marge, 1,5. Il y a aussi des méthodes pour, avec du polypaint, de définir des zones plus détaillées et moins détaillées, avec des couleurs bleues et rouges. On ne va pas toucher là-dessus, ça va un peu trop loin. Mais si ça vous intéresse, on peut retourner là-dessus. Alors, je relance. Maintenant, il a normalement un tiers de polygones en plus qu'il peut utiliser. Et j'espère qu'il va les mettre assez pour qu'on récupère les oreilles. Ou au moins la silhouette. Alors au début c'est un peu au pif. Plus qu'on utilise l'outil, plus que vous avez avoir une idée déjà d'avance si ça va être réussi au tour que vous avez mis ou pas. Voilà, je crois qu'il y a un peu plus de topologie. C'est tout ce côté-là. La bouche aussi, elle est moins... Je vais quand même adoucir un petit peu. Voilà, je crois que ça va faire l'affaire. Ça, c'est la première étape accomplie. On a notre original et on a une nouvelle version low poly. On va les mettre au-dessus avec les flèches. Et maintenant, on va projeter, subdiviser et projeter pour récupérer l'original. Et moi, je fais ça subdivision par subdivision. Première projection. Il dit, vous voulez récupérer la couleur aussi? Oui, tout à fait. Voilà, première projection. Et vous allez voir que la topologie n'a presque pas changé, sauf pour l'endroit où j'avais adouci. Ça, c'est beaucoup trop haut. Voilà, c'est le temps de subdiviser. Et c'est ici que je vais recréer ma subdivision. Un niveau en plus. Et même des marches. On va projeter. La seule zone où il va y avoir quelques problèmes, c'est les lèvres. Ça, on peut corriger par après. Mais vous allez voir, le reste du corps, ça fonctionne très bien. On commence à récupérer une partie du travail sculpté. Nouvelle subdivision. Nouvelle projection. Alors normalement, les chiffres de base vont bien fonctionner. Parfois, il faut augmenter la distance de projection. Si vous avez un modèle qui est super grand ou super petit, ces valeurs peuvent changer. Mais normalement, vous pouvez les laisser comme ils sont de base. On reprojette. Je crois qu'au début, on avait 6 subdivisions. On va essayer de faire la même chose. Ici, on en a 3 pour l'instant. Ouais.
On va diviser encore une fois. Projeter. Bien sûr, chaque fois qu'on a plus de polygones, la projection va prendre plus de temps aussi. Hein. Ça passe encore. 5. Alors, si j'ai pas de problème, vous allez voir qu'il y a des petites déformations. À ce moment-là, ça suffit d'adoucir la topologie. Projeter. Ici, c'est pas nécessaire. Projection. Et vous allez voir que pour les niveaux les plus hauts, ça va commencer à galérer un petit peu en calcul. Et ici, je récupère l'info sculpt et aussi l'info couleur. Ça fait aussi que ça prend plus longtemps. Et toujours important aussi de comparer à l'original. Hein. Par exemple, là, je suis en mode solo. Si je change, je peux voir les deux versions. Et déjà à 5, on est déjà bon. Hein. On peut mettre un 6e. Bah, comme je disais, tu vois, les oreilles, là, il y a un petit problème. Hein. Et là, on va probablement devoir aller en arrière. Je vais quand même rajouter un niveau de plus. 6. Projeter. Voilà, pendant que ça calcule, si vous avez des questions sur des étapes ou sur la méthode en général, ou sur les avantages, vous avez pu suivre. Ouais, ok. C'est un petit peu technique, mais une fois qu'on l'a fait une ou deux fois, ça devient automatique. Maintenant, la question reste quand est-ce qu'on va faire ça? Ben, à des moments clés pendant l'évolution d'un modèle. Par exemple, si on fait un premier jet, par exemple sur votre projet personnel, vous avez une idée d'une créature, quelques références, vous allez faire une première version. On va mélanger toutes les méthodes qu'on connaît pour arriver à un premier résultat visuel. Et on va se dire, ok, c'est sur la bonne route là. Maintenant, je crois que je peux sculpter dans une méthode de subdivision. Ben, à ce moment-là, c'est une bonne méthode de faire le saut et de convertir. Et à ce moment-là, on a cette flexibilité et cette fonctionnalité supplémentaire des niveaux. Et si jamais il y a besoin de faire du sculptrice, par exemple, si je voulais, pour une raison ou l'autre, rajouter des ailes à ce personnage-ci, je peux utiliser sculptrice et Z-Sphere et attacher des ailes. Et par après, retourner à une méthode de subdivision. Alors, c'est une étape qui prend 20 minutes, une demi-heure maximum, mais ça donne une liberté et un contrôle supplémentaire. C'est-à-dire savoir qu'à n'importe quel moment, on peut retourner à une méthode de subdivision. C'est vraiment puissant. Voilà, là, il a fait 6. Et dans le corps, je vois pas de différence. Pour les oreilles, j'ai l'impression qu'il a récupéré. Bon, il y a un peu moins de résolution, mais c'est vraiment minime.
touche aussi, il y a des petites erreurs. Sinon, c'est tout à fait acceptable. Alors, si vous voulez reprojeter, vous pouvez toujours euh, descendre un niveau. Lui aider un peu. Là, ça coule mieux. Ici, vous voyez que c'est un petit peu un détour, dans le sens que si je diminue la taille à 1, même là, c'est encore trop grand. Si vous voyez ça, c'est que le modèle est un petit peu démesuré. Pour corriger ça, vous pouvez aller dans Préférences, Draw, et là, vous pouvez changer le... Voilà, c'est ça. Vous pouvez changer la taille dynamiquement. Par exemple, si je mets ça à 10, ou à 100, vous allez voir que maintenant je suis à taille 1 avec un brush beaucoup plus grand. Si je fais l'inverse, 0,1, quand je suis en valeur 1, j'ai un brush beaucoup plus petit. Alors là, on peut compenser pour un modèle qui est plus grand. Et je reprojette. Je fais un masquage pour voir s'il tient en compte ce qui est masqué pour projeter plus vite. Normalement, le masqué et caché marche dans tous les outils. Alors, comme ça, on peut sauver pas mal de temps. Là, il a juste projeté la bouche. Maintenant, c'est juste que le coin qui est différent. Et parfois, il faut juste resculpter. Hein. C'est un petit retouche. Voilà. Sans stylet, en plus. Euh, ok, bah c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je regarde s'il y a autre chose. Non. Bah, c'est pas pour la semaine prochaine. Pour jeudi, euh, veuillez finir l'exercice des proportions et on va faire le cours d'anatomie la semaine prochaine. Maintenant, il reste, comme j'avais dit, une petite quinzaine de minutes. S'il y a des personnes qui veulent parler de leur projet personnel, bah, soit en groupe ou soit en one-on-one, on peut faire ça. Faites-moi signe et on regarde ça de plus près. Par contre, si vous n'avez pas, si vous dites non, je ne suis pas encore prêt, n'attendez pas trop longtemps non plus. Hein. Il nous reste, je dirais, 4 ou 5 cours. Si vous voulez un retour sur votre projet, bah, mieux commencer tôt que tard. Et aussi, pour les vidéos que que je mets en ligne sur le projet que je fais moi-même, j'aurai du temps demain après-midi. Je vais avancer dessus et mettre un ou deux vidéos supplémentaires sur le channel YouTube. Ok. Personne d'autre qui a
démarrer sur son projet? Ok. Bah, uh-huh. Mais comme je dis dans la vidéo aussi, et euh, peut-être que je l'ai déjà dit en cours aussi, le plus important, c'est de choisir quelque chose qui vous motive, hein. Dans ce sens-là, c'est bien de prendre son temps et de dire, OK, là, j'ai vraiment envie de créer ce personnage-là. Prenez un peu plus de temps, mais en même temps, vous donnez le temps de l'accomplir, bien sûr, mais aussi d'avoir un retour. Si vous attendez le dernier cours et il faut me le rendre en janvier, euh, il va falloir faire ça complètement autonome à ce moment-là. Bon, il y a toujours moyen de me contacter et de trouver du temps pour vous donner un retour sur Sketchfab. Mais c'est mieux en cours. Bah, je dirais pour la semaine prochaine, au moins on voit, si vous le faites sur un design complètement personnel, quelques croquis, quelques références peut-être aussi. Et si vous vous basez ça sur un design de quelqu'un d'autre, bah, amenez ça et expliquez-moi un petit peu la stratégie, les différentes méthodes que vous comptez utiliser pour y arriver. Ben voilà, je crois qu'aujourd'hui on a fini tout. S'il n'y a pas d'autres questions, non? Ok. Ben, si vous voyez vos collègues en vrai ou en ligne, n'hésitez pas de le inviter pour nous joindre jeudi. Ok. Ben, à jeudi alors. Bonne semaine. Ciao.